Salut à tous, ici Adriano Peta de Geopolitica Mondiale. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la guerre. Maintenant, un autre aspect qui concerne ce conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est une guerre qui n'a pas été déclarée, il n'y a pas eu formellement de déclaration de guerre, regardez, mais c'est bien une guerre, n'est-ce pas? Donc la situation est tendue. Et dans cette perspective, maintenant nous allons voir un autre acteur qui est impliqué indirectement et qui sera affecté, positivement ou négativement, il sera affecté. Il s'agit de la Chine. Je vois beaucoup de gens dire que la Chine déteste cette guerre, parce qu'elle est le principal concerné par l'exportation de pétrole des pays du Golfe, et je ne sais quoi d'autre. Mais est-ce vraiment le cas? Moi je n'en pense rien, d'accord? Je vais être très clair là-dessus, j'apporte des faits, je vais chercher les chiffres, les graphiques, les cartes, et j'apporte des preuves. Je ne donne pas mon avis dans un sens ou dans l'autre. Je suis là pour ça, parce que ce qui compte, ce sont les faits, d'accord? Que tu sois d'accord ou non avec les faits ou les chiffres, c'est autre chose. Moi, en tant que Léon, je cherche juste à comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, je ne crois pas que la Chine soit si mécontente de cette situation. Mais de toute façon, on va voir ça plus en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant ça, si c'est ta première fois sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche des notifications, qui ne marche jamais d'ailleurs, soit dit en passant, n'est-ce pas? Et ne te trompe pas avec les autres réseaux, sur Instagram, sur Telegram, n'est-ce pas? Sur Twitter aussi, je mets toujours quelques shorts là-bas, quelques commentaires, tu vois? C'est pour compléter ce que je propose ici. Suis-moi aussi sur les autres réseaux, d'accord? Les liens vers les autres réseaux sont dans la description de la vidéo. Je m'appelle Adriano Peta et voici la chaîne Geopolitica Mondiale. Quand on étudie l'histoire de la mobilité mondiale et de l'énergie, la première chose que l'on remarque, c'est comment. Ces deux facteurs sont définis par des moments de rupture, qui obligent à une reconfiguration complète des modes de consommation et des priorités industrielles. En 1979, par exemple, la crise provoquée par la révolution iranienne a servi de catalyseur mettant fin à l'ère du pétrole bon marché, forçant l'industrie automobile à abandonner les excès au profit de l'efficacité thermique. Et maintenant, en mars 2026, le monde fait face à une situation tout aussi difficile et disruptive, mais avec une différence majeure et fondamentale. Alors qu'en 1979, les alternatives n'en étaient qu'à leur début, aujourd'hui, en 2026, nous disposons de la maturité technologique de l'électrification et des biocarburants pour essayer d'atténuer un peu les dommages causés par la dépendance excessive aux carburants fossiles. Ce n'est pas la situation idéale, mais c'est l'un de ces cas où cela pourrait être bien pire. C'est dû au conflit entre l'Iran, les pays du Golfe et le blocus du détroit d'Ormuz. Cela ne représente pas seulement une crise d'approvisionnement temporaire, mais le point de bascule qui va forcer une transition vers un nouvel ordre énergétique mondial. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, même si ce conflit devait miraculeusement durer peu de temps, les tensions persisteront et continueront de faire planer la menace d'un retour. Ainsi, pour comprendre l'ampleur de la crise de 2026, il est essentiel d'analyser le précédent. C'était l'année 1979 car à cette époque, la chute du Shah Mohammad Reza Pahlavi et l'ascension du régime terroriste en Iran ont provoqué une réduction drastique de l'offre mondiale de pétrole, faisant grimper les prix à des niveaux qui ont rendu insoutenable le mode de consommation occidental. À l'époque, le tournant de 1979 a transformé l'automobile, passant d'un symbole de puissance et d'excès à un exercice d'ingénierie et d'économie. Le phénomène du downsizing, c'est-à-dire le passage de voitures grandes et luxueuses à une réduction de la taille et du poids des véhicules, est devenu la nouvelle règle. Avec des moteurs 4 et 6 cylindres remplaçant les énormes V8 et la traction avant gagnant du terrain grâce à sa légèreté et son efficacité en termes d'espace. Et la crise de 1979 a également modifié l'équilibre géopolitique et le pouvoir industriel, déroulant le tapis rouge pour les constructeurs japonais comme Toyota, Honda et Nissan, qui maîtrisaient déjà l'art de fabriquer des voitures compactes et économiques. Au Brésil, la crise a stimulé Proalcool, faisant du pays un pionnier mondial de la biomasse pour les transports. Ce qui a abouti au lancement de la Fiat 147 en 1979, la première voiture de série entièrement alimentée à l'éthanol. Aujourd'hui, en 2026, la crise dans le détroit d'Ormuz réactive ces mêmes déclencheurs de sécurité nationale et d'énergie. Mais à une échelle bien plus grande, causée par l'interdépendance mondiale et par l'existence de technologies de substitution bien plus avancées. Ainsi, si en 1979 nous avons assisté à la recherche de l'efficacité du moteur à combustion, en 2026 on cherche une substitution partielle ou totale par des groupes motopropulseurs électriques et hybrides, flex fuel. Maintenant, nous avons cette crise qui a commencé à la fin février 2026 et s'est étendue en mars.
Où ? Après une série d'événements militaires qui ont paralysé l'artère la plus vitale du commerce mondial de l'énergie, le détroit d'Ormuz, qui relie le pays du Golfe à l'océan Indien et menaçant même la mer Rouge, qui relie la mer Méditerranée à l'océan Indien, le 28 février 2026. Les forces des États-Unis et d'Israël ont lancé une offensive de grande envergure contre les installations iraniennes, entraînant la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de plusieurs commandants militaires. Et, contrairement à ce que Donald Trump avait imaginé, le régime ne s'est pas effondré, même après la mort de plusieurs dirigeants iraniens. Le régime, tant bien que mal, tient toujours debout. Et pire encore, il parvient à riposter, en attaquant des installations américaines dans la région, en attaquant Israël et les pays du Golfe qui abritent des installations américaines. Et surtout, l'Iran a utilisé sa position géographique privilégiée pour fermer effectivement Hormuz. C'est un passage par lequel transitent environ 20 millions de barils de pétrole et de produits dérivés chaque jour. Donald Trump, à la fois encouragé par Israël et essayant de détourner l'attention des problèmes internes, pensait que l'Iran serait comme le Venezuela, mais il s'est trompé. La plupart des missiles et drones iraniens traversèrent les défenses américaines et israéliennes, causant des dégâts. Avec le temps, il devenait même évident que même ces défenses n'étaient plus réactivées en nombre suffisant. Dans certains cas, leur réactivation indiquait que la pénurie de munitions des intercepteurs atteignait effectivement sa limite. C'est devenu une course pour Israël et les États-Unis afin de détruire un maximum de lanceurs de missiles iraniens rapidement, tandis que l'Iran cherchait à épuiser les munitions américaines et israéliennes. Mais au-delà de cela, contrairement aux conflits précédents, les opérations de 2026 ont démontré une militarisation délibérée de l'infrastructure énergétique, des attaques avec des munitions à base de pétrole, une pénétration en profondeur. 5000 livres ont été utilisés pour détruire des installations de missiles fortifiés sur la côte iranienne, pendant que des drones et des missiles iraniens visaient dans Ahad et les raffineries et des ports, en Arabie Saoudite, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Le résultat a été la plus grande interruption d'approvisionnement en énergie de l'histoire, avec l'Agence internationale de l'énergie rapportant une chute soudaine d'au moins 10 millions de barils par jour dans la production des pays du Golfe. Selon Donald Trump lui-même, il n'accepterait pas et pensait que les Iraniens allaient riposter. Et de toute façon, les conséquences y sont là, même si l'Iran est vaincu. Les dégâts en sont faits et très probablement, ils ne font que commencer. L'incertitude concernant la navigabilité dans le détroit d'Ormuz a poussé le prix du Brent au-dessus de $103 le baril à la mi-mars, avec le WTI suivant une trajectoire similaire. Et les analystes de marché avertissent que si le blocus persiste plus de 4 semaines, les prix pourraient atteindre sans difficulté la barre des $200 le baril, voire plus. Un scénario qui forcerait un rationnement mondial perturberait toute une série d'événements géopolitiques catastrophiques. Aux États-Unis, le prix moyen de l'essence ordinaire a atteint $3,79 par gallon. En mars 2026, dans certains endroits, il dépassait même les $5. Le niveau le plus élevé depuis des années, provoquant un effet immédiat sur les intentions d'achat des consommateurs. Au Brésil, la volatilité internationale s'est manifestée de manière plus variée dans les stations-service. Face à ce scénario ridicule pour les combustibles fossiles, le Brésil heureusement dispose d'une certaine marge de manœuvre supplémentaire. Même si elle reste modeste car, contrairement aux vulnérabilités extrêmes de 1979, le Brésil a construit, au cours de 5 décennies, un écosystème de bioénergie qui sert de tampon contre les chocs externes. Ce n'était pas une planification étatique, mais un opportunisme du secteur privé. Parce que le secteur sucrier énergétique, dirigé par Unica, a entamé la campagne de 2026 à 2027, avec une production historique estimée à 4 milliards de litres supplémentaires par rapport au cycle précédent. L'excédent d'éthanol, estimé à 37 à 38 milliards de litres rien que dans le centre-sud, apporte un soulagement. Non seulement l'approvisionnement de la flotte de véhicules flex-fuel, mais aussi le maintien du mélange obligatoire dans l'essence que le gouvernement fédéral prévoyait d'augmenter à 35% par le biais d'un autre projet de loi appelé « Carburant du futur ». Cet excédent est renforcé par l'expansion fulgurante de l'éthanol de maïs dans le centre-ouest qui, à lui seul, devrait fournir 12 milliards de litres lors de la récolte actuelle. La logique économique est claire avec le pétrole atteignant des pics de volatilité. L'éthanol 100% national a relativement protégé le consommateur, encore une fois, il ne l'a pas protégé, mais il a beaucoup atténué le choc. Cela renforce le mix énergétique et maintient la compétitivité sans avoir besoin de subventions gouvernementales insoutenables à long terme. Qu'est-ce qui le distingue d'autres pays comme le Japon et les États-Unis ?
En plus de l'avantage économique, le discours environnemental est aussi utilisé. Parce que l'argument utilisé maintenant est que l'éthanol de canne à sucre brésilien émet 90% de CO2 en moins que l'essence conventionnelle. Mais il y a un autre facteur important, qui est même plus grand que dans le contexte brésilien et qui concerne toute la planète, c'est le renforcement de l'électrification des véhicules. Je dis cela car la crise de 2026 ne porte pas sur l'existence d'incitations à l'électrification, mais sur la rapidité de leur mise en place. Cette transition va cannibaliser le marché des moteurs à combustion interne. Parce que oui, la fermeture d'Ormuz est le coup de grâce porté à le récit de la sécurité énergétique basée sur les combustibles fossiles. Des analystes de groupes de réflexion et du secteur privé ont déjà noté que la crise actuelle, combinée au moment Ukraine pour l'Asie, va accélérer ce modèle. L'invasion de l'Ukraine en 2022 a poussé l'Europe à chercher son indépendance du gaz russe. Le conflit à Hormuzia a exposé la vulnérabilité du continent asiatique, qui importe 40% de son pétrole par le détroit d'Ormuz. Avec une différence majeure, en 2026, contrairement aux crises des années 70, une technologie alternative, abordable et prête à grande échelle, existe déjà. Véhicules électriques et énergies renouvelables. La flotte de véhicules électriques a permis d'éviter, en 2025, la consommation d'environ 1,7 million de barils de pétrole par jour. Cela équivaut à 70% des exportations totales de l'Iran pendant le conflit. Et cette capacité d'autonomie énergétique a transformé les véhicules électriques, qui étaient auparavant considérés comme un produit de luxe ou un produit de niche écologique, en un outil de défense nationale. Des pays comme l'Australie voient désormais dans l'adoption d'1 million de véhicules électriques une chance de réduire de plus d'1 milliard de litres par an leur dépendance aux carburants étrangers. Au Brésil, les données du premier bimestre de 2026 ont montré une accélération sans précédent dans ce segment, avec les ventes de véhicules électriques en hausse de 90% par rapport à la même période en 2025. La part de ces véhicules sur le marché total de l'automobile atteint désormais 14%. Autrement dit, plus d'une voiture sur 10 vendue dans le pays est déjà électrifiée d'une manière ou d'une autre. Et dans ce segment, les véhicules 100% électriques à batterie ont connu une croissance de 94% par rapport à février 2025. Menée par la société chinoise BYD, qui est devenue un acteur majeur de la vente au détail au Brésil. Cela a été motivé par des incitations au niveau des États, comme l'IPVA, et par une perception croissante que le coût par kilomètre parcouru à l'électricité est imbattable face à l'essence à $100 le baril. Alors comprenez que la reconfiguration énergétique de 2026 ne va pas seulement changer ce que les consommateurs achètent, mais aussi qui détient le pouvoir mondial. Parce que ce conflit en Iran va accélérer la transition d'un monde fortement influencé par le pétrole vers un scénario dominé par le premier électro-État, la Chine. Si cette transition se fera réellement de cette manière, il est difficile d'en être certain, mais la tendance actuelle va clairement dans cette direction. J'ai déjà expliqué ici comment la Russie profite de ce conflit, mais elle n'est pas seule. Parce que dans ce scénario, la Chine émerge comme la grande gagnante géopolitique de cette crise de 2026 en raison de son contrôle presque absolu sur les composants fondamentaux de l'électrification. Pendant que l'Occident combattait l'inflation pétrolière. La Chine avait déjà augmenté sa capacité industrielle pour produire des batteries et des véhicules électriques, à des volumes et à des coûts qu'aucune autre nation ne peut égaler. La domination chinoise est structurelle et s'appuie sur des décennies d'investissements publics dans la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques. Pékin ne contrôle pas seulement l'extraction, mais surtout le traitement de matériaux comme le lithium, le cobalt, le nickel et les terres rares. Et grâce à cet écosystème, la Chine a réussi non seulement à ne pas s'isoler totalement des impacts du pétrole, mais au moins à réduire relativement l'impact de la crise et l'instabilité du pétrole sur son économie. Quelque chose qui fait qu'encore en 2024, près de la moitié des nouvelles voitures vendues dans le pays étaient déjà électriques, et que son réseau de recharge publique représente 66% du total mondial. De plus, la Chine possède des réserves stratégiques de pétrole estimées, en 2026, à 1,3 milliard de barils, ce qui lui confère une bonne résistance, même supérieure à celle des États-Unis, face à la crise d'Ormuz. Et tandis que les marques chinoises, comme BYD et Xiaomi, étendent leur présence à l'échelle mondiale, l'industrie automobile américaine traverse une crise existentielle. L'administration de Donald Trump a mis fin aux incitations fédérales et a augmenté les taxes sur l'achat de voitures électriques, tout en assouplissant les réglementations sur les émissions.
Ironiquement, cela a permis à la Chine de creuser son avance technologique. Tesla, d'Elon Musk, longtemps symbole de la révolution électrique, n'est plus le premier vendeur mondial de véhicules électriques. Au profit de BYD en 2025, au quatrième trimestre 2025, les livraisons de Tesla ont chuté de 16%, tandis que BYD a poursuivi sa trajectoire ascendante. En livrant 2 260 000 véhicules électriques sur l'année contre 1 640 000 pour Tesla en 2026. Le marché considère Tesla moins comme un constructeur automobile et davantage comme une entreprise d'intelligence artificielle et de robotique. Ce qui indique que la bataille pour le matériel de transport de masse a déjà été largement remportée par les Chinois. Ce n'est pas un hasard si ce déplacement du centre de pouvoir vers l'Orient a provoqué une réaction en Occident. En février 2026, le gouvernement des États-Unis a lancé le Project Volt, une réserve stratégique de minéraux critiques de 12 milliards de dollars, visant à stocker des matériaux essentiels et à financer le traitement sur le territoire national pour réduire la dépendance au pétrole. Des pays comme l'Australie, le Canada et des nations de l'Union européenne tentent également des projets similaires. Cependant, ce n'est pas facile, car le traitement des minéraux ne consiste pas seulement à les extraire, mais il faut considérer que c'est là le véritable centre de gravité du pouvoir. Construire des pôles industriels de raffinage du lithium ou de production de précurseurs chimiques nécessite des années d'investissement intensif en capital, en technologie et en main-d'œuvre hautement spécialisée. La Chine a dans ces domaines un avantage de coût d'au moins 30%, rendant difficile de dépasser sa domination. L'Occident mise sur l'innovation, notamment l'IA, pour accélérer la découverte de nouvelles chimies tant extrémies de batteries à base de minéraux plus abondants comme le sodium, ainsi que la récupération de minéraux issus de déchets industriels et de cendres de charbon. Cette crise de 2026 n'est pas seulement un changement de moteur, c'est un changement dans la structure des coûts de la civilisation moderne. La volatilité du pétrole au-dessus de $100. Le baril est un changement. C'est un changement dans la structure pétrolière. La structure des coûts de la volatilité moderne. Le baril est la structure de la civilisation. Changement, structure de la volatilité. 100 le baril fait partie de la volatilité moderne. Et les analyses indiquent que chaque augmentation de $10 de la volatilité du baril au-dessus de la civilisation moderne. De la civilisation, volatilité, civilisation, pétrole, changement, structure, volatilité au-dessus, $1 le baril au-dessus, le baril, volatilité moderne au-dessus, un changement, coût, pétrole, coût de la civilisation, pétrole au-dessus, baril, changement des $100, le baril structure, volatilité moderne, le changement structure, coût de la... Economias emergentes dependentes de energia. Un changement de la civilisation moderne au-dessus de 100. Le baril 1 dans les coûts de la civilisation moderne, la volatilité du pétrole au-dessus du baril, la volatilité du pétrole, dollar le baril, changement de structure de la volatilité du pétrole au-dessus des coûts de la civilisation pétrolière au-dessus de 100 structures de la civilisation moderne, les Européens savent faire de mieux en augmentant les impôts sur les bénéfices des entreprises énergétiques. En Australie, des réserves nationales de diesel ont été libérées pour éviter un effondrement logistique. Mais ce ne sont que des mesures palliatives car, en pratique, la tendance pousse vers l'électrification pour des raisons de survie nationale. Eh bien les gars, vous avez vu, alors, est-ce qu'on est en train d'être poussé vers l'électrification mondiale du parc automobile ? C'est encore difficile à dire avec certitude, mais qu'il y a une pression, il y a une pression. Si cela va vraiment se concrétiser, je ne sais pas. Je ne fais pas de prophétie, j'observe les tendances et dis « on va dans cette direction » sans affirmer que c'est inévitable. C'est la même chose que lorsque je regarde à l'horizon. Je vois là-bas des nuages noirs de pluie et je dis « enlève le linge du fil » parce que dans peu de temps, il est très probable qu'il pleuve et que le linge soit mouillé. Et puis, ça dépend, n'est-ce pas ? S'ils enlèvent le linge ou non, je fais mon pari, on verra. C'est le rôle d'un analyste. Donner estimation, analyse et probabilité sur ce qui va se passer. Ce n'est pas une prophétie, d'ailleurs il est important de bien préciser, en géopolitique tout se passe tout le temps et c'est pour ça qu'on doit toujours apporter de nouvelles analyses, parce que soudain il peut arriver autre chose et tout change. Imagine si un météore tombe demain, toute l'analyse change, n'est-ce pas ? Donc il faut toujours rester attentif à cela. Ce ne sont pas des prophéties, mais des tendances que j'indique et leur direction. Et en ce moment, on voit une tendance très forte vers l'électrification des voitures, d'accord ? Je peux proposer ce contenu technique et dense car la plupart des gens sur YouTube ne cherchent qu'à savoir qui gagne, comme un public de supporters. Qui gagne au combat, F-35 ou Su-47 ou quel pays a le plus de chars ? Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu expliques la Seconde et la Troisième Guerre mondiale en 3 minutes sur les shorts. Vous n'êtes pas comme ça, vous aimez le contenu plus dense. Tu sais pourquoi je peux me permettre cette liberté académique et cette liberté créative d'aller chercher ça ? C'est grâce aux membres.
Plus de 90% des revenus de la chaîne Geopolitica Mondiale viennent des membres. En termes de vues, la chaîne gagne très peu. YouTube la met complètement de côté. Donc, grâce aux membres, je peux avoir ce degré de liberté et de dévouement. Alors, pensez à devenir membre, pas seulement. Vous garantissez ce modèle, vous me permettez de continuer à travailler ici pour vous, et en échange, vous aurez accès à des contenus de géopolitique, aux vidéos exclusives pour les membres, n'est-ce pas ? Qui sont la géopolitique de l'Empire mongol, l'histoire géopolitique des États-Unis, et maintenant, je peux déjà l'affirmer catégoriquement. En plus d'un cours que nous avons exclusivement pour les membres, qui est l'introduction à l'intelligence et à la contre-intelligence, nous aurons aussi un autre cours exclusif pour les membres, qui est le cours du prince de Machiavel appliqué à la géopolitique moderne, exclusif pour les membres. Regardez ça, hein, c'est génial. Alors, deviens membre, tu auras accès à un énorme nombre de chaînes avec des vidéos extrêmement académiques et éducatives. En échange, bien sûr, et en plus tu assureras le fonctionnement de la chaîne Geopolitica Mondiale, d'accord ? Merci à tous, à bientôt et à la prochaine vidéo.